Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette première conférence de l'après-midi. En ce jeudi qui va clore le salon e-commerce, on est ici dans la grande salle consacrée aux sessions spéciales, entre autres. Et dans ces sessions spéciales, la session Rookie. Alors les Rookies, ce sont entre les jeunes pousses et les espoirs. Ce sont des exemples de start-up qu'on vous présente à chaque fois 5, 6 exemples, bonnes pratiques, des histoires de comment ça a marché. L'angle de ce comment ça a marché cet après-midi, c'est l'international. C'est pas forcément savoir s'exporter ou comment développer son business à l'étranger, c'est comment développer son lien avec l'étranger quand on est une start-up. C'est Annie Abella Lichner qui a monté ce plateau. Annie est journaliste spécialisée en e-commerce. Et elle va passer cette heure avec vous en invitant derrière moi les intervenants. Il y aura, si possible, une session d'échange à la fin avec vous. Et pour ces échanges, il est aussi possible d'utiliser une plateforme que nous avons mis en place. Vous le voyez derrière moi, il y a un numéro de téléphone à composer si vous voulez poser une question, que vous êtes particulièrement timide ou plus agile de vos doigts que à l'oral. Vous composez le numéro de téléphone, vous ajoutez dièse ECP14, c'est pas un hashtag, hein, on ne parle pas de Twitter. Et la deuxième solution, c'est sur la plateforme, si vous avez un accès mobile ou sur vos ordis, à travers le site internet livey.com. Voilà pour l'introduction. Je vous disais, vous restez 1 heure ensemble et je passe le micro à Annie. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci d'être présent à cette session. C'est effectivement la dernière session, conférence, table ronde sur les rookie sessions. On a vu avant-hier comment financer sa start-up, comment s'entourer et effectivement recruter sa Dream Team. Et puis hier, on a vu comment se faire connaître avec très peu de moyens quand on lance son activité. Et imaginons, quelques années après, ça marche bien, on veut se développer à l'international. Sur quel réseau je dois m'appuyer? Comment je peux connaître le climat économique du pays dans lequel je veux me développer? Autant de questions qui demandent des réponses. Et pour avoir ces réponses, donc on a monté un plateau avec, vous allez voir, c'est très éclectique, avec notamment des capitaux risqueurs, des investisseurs, mais aussi et surtout des startups qui ont réussi, et puis des projets très innovants. À ce moment-là, écoutez, je vais appeler tout de suite Astrid Surmont, qui représente Axis Paris. Ensuite, je vais appeler Jean-Mathieu Sailly de Capital Export. Dimitri de Vavrin de Fruits Rouges. David Van Leck de chez Med.com. Et enfin, Brice de Mattarel et Thomas, qui ont W Project. Vous allez voir, c'est super intéressant. Prenez place. Petite entrée qui nous met en petite légèreté comme ça. On va commencer honneur aux dames quand même. Astrid, un petit mot sur Axis Paris, dont vous êtes la digne représentante. Merci. Bonjour d'ailleurs, d'abord. Donc Axis, c'est une société qui aide les startups à lever des fonds auprès d'investisseurs étrangers au travers de l'organisation d'événements basés à Paris, Tel Aviv, Berlin et Ottawa. C'est un événement qui dure sur 2 jours où des startups ont la possibilité de pitcher devant des investisseurs étrangers, quasiment uniquement étrangers. L'intérêt, c'est d'abord d'avoir accès à des investisseurs qui sont peu présents en France et pour les investisseurs d'avoir accès à des startups que nous avons sélectionnées et sur lesquelles on pense qu'il y a un bon potentiel. Juste avant de commencer, moi j'entends un écho de la salle d'à côté. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Ça va? D'accord, ok. On enchaîne avec Capital Export. Jean-Mathieu Sailly, vous êtes le fondateur de Capital Export. Vous pouvez nous expliquer votre activité? Oui, volontiers, en quelques mots. Donc, j'ai un passé d'investisseur assez long, puisque ça fait un peu plus de 20 ans que je le fais. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait une attente chez les jeunes sociétés d'avoir un partenaire financier qui apporte une expérience et des réseaux pour se développer à l'international. Donc nous n'investissons que dans des entreprises exportatrices ou ayant la volonté
développer une présence internationale un peu structurée, on pourra y venir. Et notre stratégie nous amène à privilégier des entreprises qui ont déjà un premier stade de maturité. On en parlera, je pense que c'est un point important avant de penser international. Voilà. Juste passer le micro juste à Dimitri qui est juste à votre gauche. Dimitri, vous êtes le fondateur de Fruits Rouges. C'est une plateforme qui fait quoi exactement? En Fruits Rouges, au départ, c'était un site e-commerce d'habillement. Et donc, j'ai repris la direction en 2012 et je l'ai repositionné sur un nouveau modèle. Et on accompagne des petites marques de mode qui n'ont pas de réseau de magasins en propre. Et on les aide à se développer un peu partout dans le monde grâce au e-commerce. Donc, on les distribue sur notre site en France, fruitsrouges.com. Et on les distribue à travers un réseau de partenaires, donc une trentaine de partenaires e-commerce à l'étranger. D'accord. On va passer la parole à David Van Neck de chez Med.com. Donc, bonjour. Vous êtes responsable de tout ce qui est développement chez Med.com. Et j'aimerais bien que vous disiez juste un mot sur la manière dont vous êtes organisé, parce que c'est tellement original. David? Vous trouvez qu'on n'est pas bien organisé? On est organisé, alors on est donc Make.com, c'est une société, c'est une marque de mobilier design à prix accessible, vendue exclusivement sur Internet, sur un seul site, c'est Make.com, et on ne vend que nos produits. Donc c'est une nouvelle forme de e-commerce, et on est 150 personnes basées à Londres, on couvre 5 pays d'Europe, on a 15 nationalités, donc on est par nature une société très internationale. Avec combien de langues, combien Il y a 22 langues, 15 nationalités ou l'inverse. C'est super. Et on se comprend tous. La parole à Brice et à Thomas. Alors, Brice et Thomas, moi, j'ai eu un coup de foudre pour votre projet qui s'appelle W Projet. En fait, vous avez fait le tour du monde des entrepreneurs français qui se sont installés à l'étranger. Est-ce que, pour vous présenter, on lance la vidéo maintenant? On peut lancer la vidéo maintenant. Serge, on y va. Yeah. Les sacs sont bouclés. On a dit au revoir une dernière fois à tout le monde. Nos familles, nos amis, copains, copines, les gens qui vont nous manquer, les gens qui vont beaucoup moins nous manquer. C'est parti pour un an à la rencontre des entrepreneurs français du bout du monde. Attends, ça, c'est nous dans 2 mois. Revenons un peu en arrière. J'ai dit un peu en arrière. Voilà. Au début, le W Project, c'était 2 amis, Brice et Thomas. Pendant un an, ils sont partis autour du monde pour rencontrer et interviewer les entrepreneurs français de l'étranger. Et ils en ont profité pour faire grandir le W Project, lui donner un corps. Aujourd'hui, c'est 14 pays visités, des dizaines d'entrepreneurs interviewés et des milliers de fans sur Facebook. Mais c'est aussi une très large couverture médiatique et d'importants partenaires. Et nous, dans tout ça, eh bien en mars 2014, on prend le relais. Et c'est à nous d'aller rencontrer les entrepreneurs français de l'étranger qui bossent dans le secteur de l'économie créative. Concrètement, ça englobe le cinéma, le design, l'industrie musicale, le digital, la photo, le théâtre, la publicité, l'art graphique, l'art, la cuisine, l'architecture, la mode, la musique. La créativité, quoi. Au programme, 12 mois, 15 pays, 60 entrepreneurs, soit autant de rencontres formidables et d'histoires passionnantes à vivre et à partager. C'est ça, le W Project. C'est nous, c'est vous, Français optimistes, qui croyons que l'innovation et l'entrepreneuriat sont 2 clés pour l'avenir de la France. À travers le W Project, nous mettons en avant ces ambassadeurs de la France à l'étranger qui ont franchi le pas. Grâce à vous, on pourra continuer de faire grandir ce beau projet. Soutenez-nous sur Ulule, likez, tweetez, instagrammez, partagez. Montrons qu'être français et optimiste, c'est possible. Et c'est sympa, hein, on vous envie. Hein. Faire un tour du monde comme ça, c'est cool. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce périple? Alors on a retenu plusieurs choses de ce tour du monde, notamment en ce qui concerne la création d'entreprises, puisqu'on a rencontré énormément d'entrepreneurs français. La première chose qu'on a retenue, c'est que quand on arrive dans un pays pour s'implanter, il faut bien s'entourer. C'est important, en tant que Français, on a accès à des réseaux, il y a une entraide qui est très forte entre les Français qui sont à l'étranger, et donc c'est très important de contacter les bons réseaux quand on arrive dans un pays. Je pense que la deuxième chose qu'on a retenue et qui est très importante, c'est de vivre de ses passions. Ces gens qui ont développé leur entreprise dans le monde, ils ont suivi leur passion, ils ont suivi leur cœur. Et c'est ça qui tracte aujourd'hui leur entreprise au quotidien. Mais c'est ce qui caractérise les start-upers d'une manière générale. Vous avez le feu, vous avez la passion et c'est communicatif. Est-ce que ce que vient de dire Brice, c'est quelque chose que vous avez ressenti, Dimitri? C'est pour s'implanter à l'international, quelles sont les conditions finalement?
Alors, quand j'ai repris Fruits Rouges, le site faisait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu en panne de croissance et pas encore à l'équilibre. Une situation un peu compliquée. Donc je suis venu voir un petit peu comment on pouvait soit développer, soit sortir. Et effectivement, 3 ans après, on fait à peu près 50% du chiffre d'affaires à l'étranger. Et donc je dirais que la condition pour pouvoir faire ça, ça a été de passer par un modèle B2B. Alors que nous, à l'origine, on vend aux consommateurs en France. Et en fait, on n'aurait jamais pu, avec un financement assez limité, réussir vraiment à l'étranger sans adopter en fait, un modèle en passant par des distributeurs. Donc ça, c'est un peu une recommandation importante. Soit vous avez un financement très solide où vous êtes déjà très profitable sur votre marché local, mais sinon, c'est assez casse-gueule de s'adresser directement au consommateur final. Donc il ne faut pas hésiter à passer par un réseau de distributeurs intermédiaires ou un franchisé ou un agent commercial. Et donc sans aucun coût fixe supplémentaire, on a pu comme ça doubler le chiffre d'affaires et passer le seuil de rentabilité. D'accord. David, vous, chez Med.com, le modèle est très différent parce que vous n'avez ni stock ni intermédiaire. Comment vous ouvrez une filiale à l'étranger? Comment ça se passe concrètement? Alors, donc Made est une société très jeune puisqu'on a 4 ans d'existence et on s'est internationalisé dès la 3e année. Donc on a ouvert la France, qui était le 2e pays puisque le pays d'origine c'est le UK. Et comme on est jeune et qu'on n'est pas très nombreux, on a essayé de faire le plus simple possible. Donc on a gardé tout le monde au même endroit, à Londres, et trouvé des gens qui connaissent les pays, donc des Français, en l'occurrence c'était moi. Et ça vous oblige à faire beaucoup de déplacements, à occuper le terrain, mais si vous êtes tous au même endroit, vous gardez l'énergie de la start-up et vous ne créez pas ces silos qui encombrent les process. Physiquement, vous n'êtes pas en France, on a bien compris, vous êtes basé à Londres, et c'est comme ça pour tous les pays. C'est comme ça pour tous les pays. Il n'y a pas une personne locale sur place. En Italie, aux Pays-Bas, qu'on a ouvert il y a 2 semaines, en France, on est présent virtuellement. D'accord. Alors Astrid, Jean-Mathieu, à quel moment on peut franchir le pas pour se lancer à l'international? Comment vous voyez les choses au niveau des start-upers? Quand ils ont assez de cash, quand ils ont assez... Comment on détermine cela? Je pense qu'il n'y a jamais un moment où il faut se dire c'est absolument maintenant et c'est pas plus tard. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de paramètres qui sont importants. Déjà, avoir un track record dans son pays, à mon avis, c'est quelque chose qui est très important. Avoir les ressources financières, c'est-à-dire avoir peut-être fait déjà une première levée de fonds, parce qu'il faut, pour se développer à l'étranger, il faut du capital financier, il faut du capital humain. Et puis, il faut du réseau. Alors, le réseau, ça peut être 2 choses. Ça peut être des investisseurs étrangers, déjà, qui sont rentrés au capital de la boîte et qui ont envie de leverager l'expérience passée sur votre pays pour répliquer le modèle et vous suivre à l'international. Mais ça peut être aussi des clients qui vous suivent en France et qui vous suivront d'autant plus si vous partez à l'étranger et qui peuvent vous ouvrir des marchés que vous n'avez pas forcément. Jean-Mathieu, vous voulez peut-être compléter? Vous vous occupez aussi de PME et voilà, pas seulement de start-up. Et c'est vrai que donc nous, on est vraiment très intéressés à nous développer, à investir dans le milieu du e-commerce parce que c'est un milieu qui, quand on regarde plusieurs secteurs, a quand même des perspectives de croissance importantes, qui est assez facile à déployer à l'international. D'ailleurs, on parle de l'étranger et de l'international, je pense qu'il y a export et international. On a regardé pas mal de dossiers, on n'en a pas encore réalisé, mais on escompte bien faire un premier investissement prochainement. On a un marché unifié pour le e-commerce, les e-marchands, qui est quand même l'Europe aujourd'hui, avec des réglementations, une devise, un certain nombre d'éléments favorisants pour ce développement export. Et puis à l'international, c'est effectivement une démarche un peu plus importante. Nous, ce qu'on prône, c'est d'abord d'être solide, bien entendu, sur son marché domestique, d'être financé. C'est vrai que ça va être plus coûteux, plus long, plus incertain qu'en France. Et puis, pour finir, de polariser son action sur quelques marchés clés et de commencer au plus facile. Donc, on parle souvent international, on va penser à l'Amérique du Nord, aux grands marchés, au grand export. On est convaincu, et on le voit tous les jours, qu'il y a déjà des rentes commerciales, parce que c'est bien ce dont il s'agit, d'établir des positions pérennes, rentables et importantes qu'on peut trouver autour de soi en Europe déjà. Alors, Brice et Thomas,
quelles sont les premières difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez rencontré justement ces jeunes entrepreneurs à l'étranger? C'est quoi les premières difficultés? C'était la culture, c'est la langue, c'est les réglementations, c'est tout à la fois. Et comment ils y arrivent finalement et comment ils arrivent à surmonter tous ces obstacles? En fait, on a identifié vraiment 3 types de difficultés. La première, c'est en fait de bien comprendre le marché. Donc c'est se dire par exemple que son produit il a été fait pour le marché français ou peut-être pour le marché italien. Et en fait, quand on se retrouve en Chine, faut peut-être complètement réadapter le produit. Donc il faut vraiment bien comprendre le marché. C'est vraiment la première difficulté. C'est même plus qu'une difficulté, en fait, c'est un défi. Le deuxième défi que ces entrepreneurs peuvent rencontrer, c'est vraiment les barrières interculturelles. Donc en fait, il faut savoir que le culture business ne sont pas du tout les mêmes dans tous les pays. Vous êtes en Argentine, vous rencontrez les clients, ils vous disent oui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont signer, en fait. Les Argentins disent toujours oui, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un contrat au bout. Donc c'est des difficultés qui sont quand même des défis qui sont assez importants. Et le troisième défi, c'est bien sûr tout ce qui est administratif. Et là, on en revient à bien s'entourer, trouver les bonnes personnes pour pouvoir justement surmonter toutes les barrières administratives. Brice, vous voulez compléter avec des anecdotes peut-être, avec des entrepreneurs qui vous ont marqué, comment ils ont relevé des défis? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête ou pas? Pour rebondir sur ce que Thomas disait, effectivement en Chine il y a des difficultés et on ne s'attend pas en fait à rencontrer ces difficultés. Trouver un nom d'entreprise en Chine, c'est un véritable défi. Parce qu'il faut que le nom ait une traduction en caractères chinois qui veulent dire qu'il ait une signification assez proche du nom français ou occidental en tout cas. Et ça peut prendre des mois pour valider juste le nom de l'entreprise. Et pendant ce temps, l'entreprise n'est pas déclarée en fait. Donc il faut bien anticiper et bien comprendre en fait comment fonctionnent les codes administratifs du pays pour pouvoir se protéger dans le développement de son entreprise. Est-ce que les entrepreneurs que vous avez rencontrés se sont fait accompagner sur place et avec quel type d'organisation? Alors il y a plusieurs types d'organisations qui peuvent accompagner les entrepreneurs. Nous, ce qu'on a surtout vu, c'est une entraide entre les entrepreneurs. C'est que ce soit encadré par des institutions comme les chambres de commerce ou comme Ubifrance, ou que ce soit des initiatives spontanées, comme on a pu le voir nous en Espagne, en Afrique du Sud ou au Brésil. Et l'objectif, en fait, c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont pu monter leur entreprise il y a quelques années dans le pays visé, et de pouvoir, en fait, bénéficier de leur expérience, bénéficier de leur expertise, bénéficier de leur réseau pour passer plus rapidement ces défis et accélérer le développement de l'entreprise. D'accord. David, chez Med.com, quels sont les défis, les challenges à lesquels vous êtes confrontés pour implanter justement une... Alors, je dirais qu'il y en a 2 principaux. Le premier, c'est la logistique. Nous, on vend des produits très encombrants, donc des canapés. Et malheureusement, il n'y a pas encore de réseau logistique intégré en Europe qui permet de le faire. Alors, si vous êtes chez Zalando ou chez Amazon et que vous livrez des chaussures, c'est beaucoup plus facile. Donc, implanter localement une infrastructure de distribution, c'est compliqué si vous devez le faire. Donc, on le fait et on est peu à le faire. Et la deuxième chose, c'est de bien comprendre, puisqu'on est une marque B2C, on doit acheter du média pour se faire connaître, puisqu'on est financé. Et là, comprendre les subtilités de l'achat média dans chacun des pays, qui est quand même un milieu très obscur, l'achat média, c'est très compliqué également. Dimitri, vous partagez cette... C'est peut-être un peu moins compliqué pour tout ce qui est vêtements. Non, au contraire, je partage ce point de vue. Nous, on observe dans notre marché l'habillement que les acteurs français en fait, ont eu beaucoup de mal à percer. Même vente privée, on entend souvent dire, ou brandaler, que c'est compliqué, ça décolle pas très vite, ça représente une toute petite partie de leur chiffre d'affaires par rapport à la France. Et nous, on travaille avec directement le numéro 1 ou 2 en général de la vente privée dans une trentaine de pays. Et à chaque fois, c'est un acteur local. Donc il y a forcément une raison, et c'est vrai que la partie marketing, à mon avis, en est une importante. C'est assez compliqué d'acquérir un grand nombre de consommateurs avec tous les leviers marketing classiques dans un pays où il y a une culture locale, etc. Donc c'est vrai que les Français se sont tous fait dépasser malgré leur avance en France, malgré des moyens colossaux. Et c'est toujours un lecteur local qui gagne. Ce n'est pas toujours le cas dans tous les secteurs, mais en l'occurrence dans l'habillement, c'est un peu le constat. David, vous voulez rebondir ? Il y a une manière de faire de l'internationalisation ou de tester les marchés que nous, on ne fait pas parce que notre logistique
est trop compliqué pour qu'on puisse le faire, mais c'est d'utiliser les marketplaces tels qu'Amazon ou d'autres pour tester ces produits et voir s'il y a une demande. Ouais. Et c'est très efficace. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est très efficace. Oui, ça paraît évident. Astrid, Jean-Mathieu, est-ce que quand on veut se lancer à l'international, est-ce qu'il y a un pays plus intéressant ou un pays qui a le vent en poupe sur lequel il faut commencer, ou c'est en fonction de son marché, de son activité? Est-ce qu'on doit commencer par le Royaume-Uni, les États-Unis? Non, alors évidemment, il y a toujours l'aspect fiscal qui est à prendre en compte. Maintenant, il y a la taille du marché, évidemment. Maintenant, le plus important, c'est l'avantage compétitif qu'on peut avoir sur un marché donné. Et vous pouvez avoir une super idée à Singapour. Si vous êtes les seuls à l'avoir, c'est le meilleur des marchés parce que c'est un tout petit marché et si vous arrivez à le pénétrer, il n'y a pas un deuxième compétiteur qui va s'installer tout de suite. À l'inverse, voilà. Si vous regardez Skype, ils n'ont pas commencé aux États-Unis. Donc je pense que le plus important, c'est où est-ce que je peux avoir réellement une valeur ajoutée et où est-ce que je peux faire la différence et ensuite se développer à l'international. Jean-Mathieu ? Moi, je dirais qu'il y a deux cas. Soit on est dans des produits matériels pour des prestataires au e-commerce et autres, et ça favorise énormément le développement international, d'autant plus que vous n'avez quasiment pas de droits de douane. Soit on est dans des produits physiques et il y a les contraintes logistiques qui vont être très fortes. Je récuse aujourd'hui le fait de penser que les pays émergents vont, dans les 3-4 premières années, être des sources de croissance importantes, puisque, à part la Chine, et on pourra en reparler, les autres briques sont dans des situations de consommation qui sont relativement mauvaises et pas très bien orientées. Je pense que soit on a une offre très typée, très particulière, et dans ce cas-là, contentons-nous au moins pour un départ de l'Europe. J'ai bien conscience que face à nous, on a des entreprises de taille petite-moyenne, donc elles sont limitées parfois financièrement, mais ça on peut y répondre, mais surtout sur un plan opérationnel et humain. Donc vous avez peu de ressources. Il va falloir polariser votre action sur quelques grands pays. Et puis il y a la question de l'Amérique du Nord. Ne passez pas par le Canada pour aller aux États-Unis, vous perdrez du temps et de l'argent. Et puis les autres pays, d'une certaine manière, l'effort est à peu près le même pour s'établir au Mexique, en Argentine, en Allemagne, encore que bien entendu, ou disons en Turquie. Donc il va falloir véritablement se dire, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que j'ai des impacts de BFR? Parce que malheureusement, il y a des contingences au développement international. Et se limiter à quelques grandes géographies sur lesquelles vous allez construire votre stratégie et donc vos résultats futurs, amortir vos investissements, puisqu'il faut à peu près 3 ans pour avoir un retour en moyenne selon les cas, et pouvoir en tirer un bénéfice stratégique, donc économique, donc patrimonial pour les dirigeants. Justement, David, Dimitri, est-ce que c'est quand même plus compliqué de s'implanter en Europe qu'aux États-Unis? Alors, Dimitri, on en parlait tout à l'heure, peut-être tu veux partager ton expérience des États-Unis d'abord. Alors c'est vrai que Fruits Rouges, donc moi j'étais cofondateur et au départ on a décidé de s'implanter aux États-Unis, donc en 2008, et on a juste cramé $500 000 et en fait on a dû fermer au bout d'un an parce qu'on s'est rendu compte que les investissements pour pénétrer un marché comme ça étaient colossaux. Enfin, le moindre de nos concurrents les plus petits, il démarrait avec $10 millions. Voilà, donc c'est un marché extrêmement compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, on s'est recentré sur du B2B. On a démarré par l'Europe de l'Est, puis l'Europe de l'Ouest, et on est reparti là aux États-Unis, mais via des distributeurs locaux à qui on propose notre sourcing. Et ça devient notre plus gros marché aujourd'hui. D'accord. David, vous voulez rebondir par rapport à l'Europe, justement Donc sur les États-Unis, on partage complètement à moins de lever énormément de fonds, c'est vraiment très compliqué. Nous, on pense que l'avantage du e-commerce, c'est notamment d'être une marque totalement digitale, même si ce qu'on vend, c'est des canapés. C'est que notre terrain de jeu, c'est par construction l'Europe. Ce que ne peuvent pas faire des marques traditionnelles de retail, comme vous pouvez trouver Conforama, par exemple, qui n'est présent qu'en France, et vous allez trouver un acteur avec des magasins dans chaque pays. Quand vous naissez sur le web, vous êtes par construction transfrontalier, et c'est comme ça qu'on s'est conçu à la base. J'aimerais bien vous faire réagir tous sur justement une citation que j'ai vue dans l'interview de votre fondateur, qui est Ning Li,
de chez Med.com qui Grand disait... penseur chinois. Voilà. 3 conseils si vous voulez vous implanter à l'international, c'est monter votre entreprise en Angleterre, travailler bien votre réseau, ne pas avoir peur des géants du marché. J'aimerais bien que vous... Est-ce que vous partagez cette opinion? D'abord s'implanter en Angleterre, ne pas avoir peur des grands Goliaths, finalement. Bah, de toute façon, je pense que si vous avez monté votre entreprise, c'est que vous n'aviez pas peur des géants à l'origine. Donc, il n'y a pas de raison que vous en ayez peur à l'international. Le second point, c'est vraiment le réseau. Et on insiste vraiment là-dessus. Ça va être fondamental, en fait. C'est quand vous allez dans un pays, la présence, le réseau, ça va tout faire. Et bon, après, il y a des pays où c'est bien plus dur et ça nécessite plus d'argent. Mais si vous êtes introduit par les bonnes personnes, si vous êtes introduit par des bons réseaux, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, mais comment développer ce réseau, justement? Ça passe par quoi? Ça passe par les connaissances qui vont... Enfin, c'est la cooptation. Comment on peut développer quand on arrive dans un pays où on ne connaît personne, quasiment? Comment on fait pour développer son réseau? Encore une fois, il faut savoir s'appuyer sur des gens qui ont déjà eu la même expérience avant. Et puis aussi s'appuyer sur les entrepreneurs français, justement de l'étranger. Nous, on les met en valeur sur le site W Project et on n'y pense pas assez souvent, mais les expatriés, ça peut être vraiment une très bonne porte d'entrée en fait, sur un marché. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, j'ai un entrepreneur qui est là depuis 10 ans, qui connaît très très bien le secteur du e-commerce, et ben, pourquoi ne pas lui faire confiance, lui parler de mon projet, essayer de le développer avec lui, etc. C'est tout simplement penser expatrié en fait. D'accord. David, vous voulez réagir par rapport à ça, le réseau... Citation de Ning, je lui en laisse la fait. paternité, mais bon, je pense qu'il le dit maintenant, mais quand il s'est installé en Angleterre, c'est surtout parce que ses investisseurs étaient en Angleterre et ils avaient un réseau. Sur la manière de se faire des contacts assez rapidement, il y a un petit acteur du web qui s'appelle Google, qui est très aidant pour que vous investissiez de l'argent chez eux dans différents pays. Et ils ont accès à énormément de données et ils vous la donnent volontiers, puisqu'à la fin, ils la récupèrent en argent sonnant et trébuchant. Donc il ne faut pas hésiter à demander aux agences médias, à Google et à toutes ces plateformes de vous fournir le plus de contacts possible. Ils le font vraiment rapidement. Dimitri, vous partagez ce principe? Il faut développer son réseau et ne pas avoir peur des gens? Parce que je suppose que le fondateur de Med.com, il disait ça par rapport à une grande marque de mobilier que tout le monde connaît, qui est plutôt low cost. Je sais laquelle. Il y en a Ikea? pas. Il n'y a que nous. Ben, c'est ça? Qui ça? Ikea? Ou je sais pas, non? Oui, probablement, mais Amazon, oui, aussi. Nous, on passe notre temps à se faire taper dessus. Hein. Ouais. D'accord. Et notamment, vous êtes dans un marché extrêmement concurrentiel, donc Dimitri, justement... Oui, sur la remarque sur les géants, donc c'est vrai que nous, on a observé ça, on a essayé, on va dire, quelques années de se battre sur un marché d'e-commerce d'habillement qui était dominé tout de suite par des acteurs qui faisaient plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà, et on a vu que ça allait être trop compliqué. On a plusieurs concurrents qui ont déposé le bilan les uns après les autres. Donc on a vraiment fait ce qu'on appelle un pivot. Voilà, on est devenu une plateforme B2B. Et aujourd'hui, du coup, on s'appuie sur ces géants. Là, par exemple, le mois dernier, on a ouvert notre réseau en Allemagne avec un apporteur d'affaires et qui nous permet aujourd'hui de distribuer chez Zalando, chez Brands for French, chez BuyVIP, donc tous les gros acteurs du secteur. Voilà, et donc, ils commandent nos produits. Voilà, donc, il faut être assez agile, être capable de se remettre en question et de changer de modèle pour pouvoir faire face à cet environnement concurrentiel. Alors, il est difficile de parler de l'international sans parler un tout petit peu quand même de réglementation, parce qu'on est quand même confronté à un système juridique. Alors justement, Astrid, à ce niveau-là, est-ce que vous accompagnez aussi les entreprises un petit peu à ce niveau-là? Vous les conseillez? Oui, je pense que c'est un point qui est très important et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est une jeune start-up parce que ça coûte de l'argent. Mais du coup, nous, on accompagne les startups avec des cabinets d'avocats internationaux qui ont des bureaux un peu dans tous les pays et qui peuvent également les aider pour répondre sur toutes ces problématiques juridiques qui sont si importantes. Quand on regarde les problématiques qu'a eu Uber en Allemagne notamment, oui. Ça ne les a pas empêchés de continuer d'avancer, mais c'est des points à prendre en compte avant de se lancer aussi dans un pays. D'accord. Jean-Mathieu, c'est pareil, c'est la même approche, vous les aidez à ce niveau-là? Vous avez des juristes ou Oui, bien sûr, sachant qu'il ne faut pas quand même surexprimer la contrainte que peut créer la dimension juridique réglementaire, surtout que on peut quand même conclure que quand on est e-marchand français et qu'on se propulse à l'international, on va quand même parler plutôt d'Europe. Et justement par rapport à l'Angleterre, je pense que si on est un e-marchand, il vaut mieux se mettre en Alsace à 5 heures de camion de 200 millions de population que forcément à Londres. Mais c'est sûr que c'est un point important, instrumental.
foncièrement, il n'a aucun impact sur la réussite ou non de la démarche internationale. Est-ce qu'on a une offre qui est différenciatrice? On n'a pas parlé de comment on peut explorer et valider un marché. On pourra en parler si vous le souhaitez. Il y a un certain nombre de points. Et puis surtout, réussir le démarrage commercial. Bien entendu, il y a des cabinets d'avocats, il y a un certain nombre de prestataires techniques, mais je pense que si la stratégie est bonne, qu'on a une offre différenciée, qu'on arrive à focaliser son action et qu'on a les finances derrière, ça devait être quelque chose de relativement facile et accessoire. Alors, Brice et Thomas, moi je voudrais savoir, les entrepreneurs que vous avez rencontrés, ils se sont installés à l'étranger, pourquoi? Parce qu'en France, c'était trop lourd, les charges sont trop lourdes, les réglementations sont trop lourdes? La plupart des entrepreneurs qu'on a rencontrés, ils ont eu un coup de cœur. C'est un pays qu'ils avaient... Un coup de cœur par rapport à quel pays, par exemple? Par rapport à un pays. En fait, c'est souvent un pays qu'ils avaient déjà pu aborder dans une première expérience, que ce soit un stage, un échange universitaire ou un premier emploi. Et ils ont décelé une opportunité dans ce pays et c'est comme ça qu'est née en fait leur entreprise à l'étranger. On a vu très peu d'entrepreneurs qui avaient un rejet de la France, littéralement, pour aller créer une entreprise à l'étranger. Ça doit exister, mais on n'a pas vu cette démarche dans nos histoires. Thomas, Oui, je dirais même qu'en fait, c'est des entrepreneurs qui ont une vision assez intéressante parce qu'ils pensent le monde comme un champ d'opportunités. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dit « je suis français, donc je vais monter mon entreprise en France ». Ils se sont dit bah, « je suis français et puis il y a une opportunité pour mon produit en Chine, donc je vais le monter en Chine ». Et c'est ça qui est intéressant avec ces entrepreneurs français de l'étranger, c'est que c'est vraiment des entrepreneurs un peu nomades et qui ont une vision vraiment transversale. Ils se disent « je décèle une opportunité, donc du coup je crée un business ». Et c'est pas « j'ai envie de créer un business, du coup je le fais en France ou en Chine ». Et est-ce qu'ils envisagent de créer une filiale en France? Et ben, là encore, c'est quelque chose qui est assez intéressant avec ces entrepreneurs, c'est que beaucoup en fait ont envie de rentrer en France et qu'ils le font souvent par leur entreprise en créant une filiale ou potentiellement en allant créer une deuxième entreprise en France. On a eu beaucoup, là, récemment, il y a un entrepreneur qui a monté un business de sidecar, de tour en sidecar de la Chine et qui est en train de monter sa filiale en France et il développe aussi le Maroc, le Mexique. Donc en fait, c'est vraiment des entrepreneurs qui vont à l'inverse de ce qu'on peut connaître habituellement. Ils créent à l'étranger et ils reviennent en France après. D'accord. Est-ce que vous pensez, ça c'est une question générale, est-ce que vous pensez que dès le départ, quand on crée son site, il faut penser international, sinon c'est foutu? Qui veut réagir? Dimitri, David? Alors c'est jamais foutu. C'est vrai? Non, sinon on ne serait pas des entrepreneurs. Et c'est mieux d'y penser avant, mais c'est pas grave si ça vient après, parce qu'il y a toujours des solutions pour le faire. On perd un peu de temps, mais... Vous pensez, parce que moi j'ai vraiment l'impression, en dehors de quelques produits qui peuvent être standardisés facilement, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des produits qui doivent être pensés dès le départ pour l'international, parce qu'en termes qui puissent s'adapter facilement au marché. Quand on est dans le mobilier, peut-être c'est un peu différent, et encore, j'en suis même pas forcément sûre. On fait des applications mobiles, effectivement, le jeu est mondial directement, mais dans le e-commerce, livré comme on le fait, il faut d'abord être solide sur son marché d'origine. Ouais. C'est ce que je pense. Dimitri, vous pensez qu'il faut dès le départ penser international? Non, pas forcément justement. Je dirais que il vaut mieux être, si on démarre en France, en tout cas, il vaut mieux être bien solide sur son marché local, avoir un produit qui décolle bien, avoir un business qui est éventuellement profitable, avant de vraiment songer à l'Eldorado que peut être l'international. Et après, il faut faire l'international de manière intelligente. C'est vrai que on a des exemples de startups qui lèvent des fonds pour vraiment déployer un business à l'international. Et récemment, c'est Sarenza, Blablacar, c'est 75 millions dans les deux cas. Donc voilà, il ne faut pas tout de suite, si on n'a pas les moyens financiers ou un business ultra solide, tout de suite se dire on va aller à l'international, c'est ça qui va faire que le modèle va marcher. Il faut déjà être bien solide chez soi et après penser à s'exporter. D'accord. Astrid, Jean-Mathieu, vous, quels sont les critères? Comment vous sélectionnez vos dossiers? Quels sont les points sur lesquels vous allez pointer en disant là, c'est une faiblesse, nous, on va mettre ce dossier de côté? Bon, le premier point, c'est toujours l'équipe. Ça, c'est un point très important qu'on va regarder en priorité. Et la complémentarité des profils par rapport à l'idée de business. Ensuite, c'est le réseau, c'est le network, c'est comment ils vont pouvoir, quelle est leur stratégie et quel est leur plan de déploiement de la stratégie. Après, pour revenir à la question précédente, tout dépend un peu le type de business. Mais si c'est un business
qui a une possibilité de se développer à l'international, alors ça a quand même un potentiel. Si ça réussit en France, c'est-à-dire qu'il y a quand même une possibilité qui est un peu plus grande. Encore une fois, tout dépend du type de business. Quand on regarde Redmart à Singapour, qui est donc du e-commerce, qui est du supermarché là-bas, ils n'ont aucune ambition à l'international pour l'instant. C'est plutôt une diversification de produits parce que le marché est déjà très intéressant. Jean-Mathieu, c'est les mêmes critères? Pardon? C'est les mêmes critères? L'équipe? Oui, plus ou moins. Moi, je pense que ce qui est important pour nous, comme on va investir de l'argent et qu'on souhaite que ça réussisse, pour nous, clairement au départ, mais aussi pour l'entreprise et ses collaborateurs, c'est de comprendre, si les marchés ciblés donnent un cadre potentiel de conquête et de développement. Donc il faut quand même que les offres, au sens très large du terme, soient assez ciblées, assez différenciatrices. Donc on va examiner dans les marchés ciblés quels sont les concurrents et s'il est réaliste de s'y déployer. Et véritablement, moi j'insiste beaucoup là-dessus, on ne financera pas un projet qui a un déploiement dans un trop grand nombre de pays. Vous-même, dans la salle, vous savez que c'est difficile de lancer une entreprise déjà sur un marché domestique. Donc si on a un dirigeant qui nous dit écoutez, j'ai mis 5 ans, 3 ans pour émerger sur le marché français, et puis dans les 5 ans qui viennent, j'ouvre 30 pays, nous on va avoir une approche inverse qui sera de dire il y a certainement, et on a la chance d'être au cœur de la première zone économique mondiale, et d'une zone très très intéressante si on a des offres différenciatrices, notamment pour les produits physiques, parce qu'on n'a pas parlé des droits de douane, c'est un vrai sujet dans les produits physiques. Et donc clairement, un entrepreneur, une équipe qui nous dit voilà, on cible quelques pays, on y met les moyens, c'est à peu près 500 000 à 1 million d'euros de dépenses sans avoir d'espérance de retour par pays. Et on construit une position stratégique censée penser robuste, qui est de dire on va prendre un certain leadership sur un marché, par exemple le marché européen. Ça, c'est quelque chose qui va nous convaincre. Et justement, sur ce point, vous avez évoqué très rapidement l'investissement. Vous parlez de 500 000 euros. En moyenne, c'est ce qu'il faut pour développer quelque chose à l'international, quel que soit le pays? Voilà, c'est à la grosse maille, bien entendu, il y a beaucoup de cas différents. Il est certain que si on prend une option de distribution par agent, distributeur, voilà, sur laquelle on pourrait discuter, moi j'ai le sentiment qu'on a un meilleur compte à 5-10 ans, avoir moins de pays et d'être implanté par soi-même que de passer par des distributeurs. Encore une fois, je fais part de mon expérience, de mes convictions. C'est à peu près le tarif. Vous allez avoir du BFR, des stocks éventuellement, des dépenses, on en a parlé, matériel, et puis surtout vous allez accumuler des pertes pendant un certain nombre d'années. Tout l'intérêt est de savoir si leur montant et la durée du certain nombre d'années. Dimitri, vous qui avez cette expérience, vous êtes d'accord avec ça? C'est un minimum en termes d'investissement? Oui, si on veut y aller en direct, 500 000 euros, c'est un bon ordre de grandeur pour démarrer. Bon, après, voilà, on peut avoir d'autres levées de fonds successives si ça décolle. Mais bon, oui, après, il y a différentes façons de le faire. Voilà, nous, on a essayé de le faire sans investissement, sans financement, et donc ça a marché par le biais des distributeurs. Bon, et c'est une fois qu'on avait prouvé ce modèle-là qu'on est parti chercher de l'argent auprès d'investisseurs. Donc là, on vient de boucler une levée de fonds de 1,5 million qui va nous permettre d'accélérer et d'être beaucoup plus présent à l'étranger. Voilà, mais on a voulu prouver le modèle avant, voilà, pour pas jeter l'argent par les fenêtres. D'accord. David, ça coûte combien de pouvoir s'internationaliser dans un pays d'Europe, chez Med.com? Ça coûte combien? Il faut compter combien d'investissement? Ça, c'est secret. C'est secret, d'accord. Mais en fait, ça coûte ce que vous voulez que ça rapporte. C'est-à-dire que, notamment dans des modèles B2C, bon, il y a des coûts fixes qui ne sont pas vraiment très élevés. C'est les coûts de l'équipe, le coût d'une éventuelle infrastructure logistique, mais quand vous l'avez déjà faite pour 2 pays, vous n'en avez pas besoin pour la troisième. Et après, c'est à quelle vitesse vous voulez croître, donc combien vous allez injecter en marketing, donc de combien vous êtes prêt à vous tromper sur ce premier budget marketing. Ensuite, une fois que vous savez, c'est vous qui réglez le curseur pour voir à quelle vitesse vous allez croître. Brice, Thomas, les entrepreneurs que vous avez rencontrés, ils avaient quoi comme mise de départ? Ils avaient réussi à lever des fonds? Comment ils avaient commencé pour lancer leur activité? Là encore, je pense que pour nous, ça va dépendre des marchés, je pense. Aux États-Unis, c'était utopique pour un entrepreneur quasiment de venir s'installer dans la Silicon Valley, par exemple, sans avoir levé des fonds au préalable, parce qu'il y a un coût d'implantation, l'immobilier est cher, la main-d'œuvre est chère.
Il n'était pas possible d'envisager de venir sans avoir levé des fonds. Après, il y a d'autres pays et d'autres marchés qui sont plus abordables et dans lesquels la start-up peut littéralement être créée de toutes pièces en fonction du produit qu'on a à proposer. Comme par exemple, vous avez une idée Je prends l'exemple d'une start-up dans le e-commerce à Singapour qu'on a rencontrée et qui voulait adresser le marché des jeunes parents, donc qui venaient d'avoir un bébé, un nourrisson, et qui va distribuer en fait des produits à ces jeunes parents. Eux, ils ont réussi à amorcer en fait leur capital sur place, à commencer à développer l'activité. Et en fait, ils se servent de Singapour pour tester leur marché et de se développer après en Asie du Sud-Est si le marché répond à l'offre. D'accord, ok. Juste par rapport aux personnes qui sont dans la salle, etc., quels sont les conseils que vous aimeriez donner, un ou deux conseils sur les gens ces personnes, ces e-marchands qui ont envie de se lancer à l'international? Ça serait quoi? Thomas, on va commencer, on va faire un petit tour de table. C'est pas évident quand même comme question de donner les conseils. Non, mais je pense qu'on a dit quand même l'essentiel. Dans leur stratégie. La stratégie, c'est vraiment de le réfléchir. Ça se fait pas en claquant des doigts. Donc c'est vraiment voir si vous avez la solidité pour y arriver, tout en gardant l'ambition d'y arriver quand même. Et le deuxième conseil, c'est encore une fois le réseau. C'est vraiment, pour nous, de ce qu'on en a vu, ça nous paraît être le point clé. C'est vraiment tout va se jouer par votre réseau, parce qu'ils vont vous donner eux les bons conseils justement sur le bon pays. D'accord. Je vais changer légèrement ma question. Peut-être les erreurs à éviter. Pas voir trop grand tout de suite. Peut-être faire les choses dans l'ordre. Je pense que la principale erreur à éviter, c'est qu'il ne faut pas juxtaposer un modèle qui a fait ses preuves sur un marché et le copier sur un autre marché littéralement. Il faut avoir une connaissance au préalable du marché qu'on va aborder et adapter en fait le business de l'entreprise au marché qu'on va explorer. David, comment on passe de petite société à un acteur international, justement? Vos conseils là-dessus? Nous, on est encore une petite société et on fait encore beaucoup d'erreurs et on en fera encore. Je pense qu'il faut... nous, la façon dont on voit les choses, c'est qu'il faut tout tester. Donc il faut tester, mesurer, être vraiment extrêmement lucide sur les résultats qu'on observe et ne pas espérer des choses qui n'arriveront pas si vous ne l'avez pas dans les chiffres. Et occuper le terrain, aller sur place, rencontrer les gens, comprendre, échanger et continuer. C'est un travail de terrain. Jean-Mathieu? Donc, tu posais la question sur des e-marchands. Pour des e-marchands, moi je pense qu'un e-marchand qui a une offre un peu différenciée et qui peut vraiment prétendre aller à l'export, je conseille véritablement de commencer par cercle concentrique, donc d'abord l'Europe, ensuite on peut élargir. Je pense que c'est quand même relativement facile d'y arriver avec méthode et puis structuration en se focalisant. Encore une fois, nous on apporte des fonds, donc je peux le dire de manière un peu rapide. Mais le plus important, c'est de trouver des ressources opérationnelles et de pouvoir accompagner le développement export. Le principal risque aujourd'hui, ça serait de ne pas en prendre, parce que c'est clair que la part de marché de la France se réduit rapidement. Donc vous avez un marché 30 fois supérieur au vôtre autour de la France, donc il faut vraiment se propulser à l'international. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre en risque votre activité domestique par un plan d'international qui serait mal préparé, trop dispersé, pas suffisamment financé. Et puis bien entendu, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça tombe sous le sens. Vous ne pouvez pas prétendre aller à l'étranger, même proche, si vous avez une offre qui n'est pas suffisamment différenciée. Vous arriverez en terrain non conquis et vous aurez du mal à vous y implanter de manière durable. Mais juste, Jean-Mathieu, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup finalement de monter son entreprise en France? Est-ce que ça ne vaut pas le coup finalement de la monter tout de suite à l'étranger? On est dans une période morose, de crise économique. Est-ce que finalement, franchir le pas tout de suite, vous seriez plus encore une fois, là-dessus? les émergents, moi, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est toute une difficulté, toute une problématique particulière. Aller dans des zones à très forte croissance, on parle à des gens qui sont autour de nous en France déjà un peu installés, puisque ce sont des sociétés qui sont créées. Stopper l'activité en France pour aller se mettre en Chine ou dans d'autres pays, ça serait quand même un peu compliqué. Moi, je pense que dans la mesure où on a dans le public des sites, des e-marchands, des prestataires, un certain nombre de startups qui ont des offres qui ont permis de développer une part de marché et de se différencier sur un marché déjà mature, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas la même possibilité en Europe.
Je ne vois pas ce qu'apporterait principalement d'aller à l'étranger, sauf dans des marchés à très forte croissance. Je ne suis pas sûr que une personne du public qui dirait ben voilà, j'arrête la France, je vais en Chine, si on l'interroge dans 5 ans, on dépasse plus de 1 à 2 personnes sur 10 qui est vraiment réussi. Parce que la Chine, c'est avant tout un marché qui appartient aux Chinois et aux Chinois, même s'il y a des exceptions. On va avoir une conférence tout à l'heure de 16h à 17h justement sur comment aborder le marché asiatique, qui est très spécifique. Dimitri, justement, votre expérience là-dessus, les erreurs à éviter, vos conseils? Moi, je dirais que pour réussir une implantation comme ça à l'étranger, idéalement, il faudra essayer de binômer une personne qui connaît la société et son marché, une personne française par exemple, avec une personne locale qui connaît le marché dans lequel on veut s'implanter. Hein, c'était le cas, nous, dans ma précédente entreprise, on a voulu implanter Baobaz au Canada. Voilà. La réussite, ça passe par quelqu'un qui est parti là-bas, qui connaissait par cœur l'offre, la société, le modèle, et qui s'est associé avec une personne localement qui connaissait le marché. Hein, il y serait allé tout seul, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et on avait essayé de se développer en Angleterre, nous, en recrutant juste une personne locale, mais elle n'a jamais compris suffisamment comment marchait le business en France. Donc c'est bien de regrouper les deux pour maximiser les chances de réussite. Astrid, justement, parmi vos jeunes pousses, etc., est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'on peut en parler? Pourquoi ça a échoué? Ou vous préférez garder le côté positif et nous dire les conseils que... Oui, je pense que pour l'instant, c'est trop tôt pour dire... il n'y a pas de start-up qui est arrêtée, donc c'est encore trop tôt pour tirer un bilan et dire voilà, c'était la raison pour laquelle ils ont échoué, parce c'est un ensemble de facteurs et pas uniquement une seule raison. Après, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, la première, c'est que c'est pas parce que ça a marché dans un marché, dans un pays, que ce sera plus facile de le répliquer dans un autre, qu'on va gagner du temps parce qu'on connaît déjà, ce sera tout aussi difficile. Et le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre que même si on a réussi dans notre pays et qu'on aspire à se développer à l'international, la concurrence ne va pas rester à nous regarder. C'est-à-dire qu'eux aussi nous voient, eux aussi vous voient, et eux aussi sont en train de s'ajuster en fonction de ce que vous pouvez développer dans votre marché. Et le monde est global, et les gens regardent les startups qui se développent à l'étranger et essaient de s'ajuster au même moment. Donc même si l'avantage compétitif est là maintenant, le développement sera peut-être dans 6 mois, et dans 6 mois, ce sera peut-être aussi différent. Brice et Thomas, allez, faites-nous rêver un peu. Quels sont les entrepreneurs qui vous ont fait rêver, qui vous ont donné envie? Ça ne vous a pas donné envie de créer votre entreprise à l'étranger? Si, il y a toujours des histoires qui font rêver, et à toutes leurs échelles, que ce soit... On a rencontré un entrepreneur français qui s'est installé en Inde pour ses études. Il a créé une entreprise de tourisme, de voyage en moto, à travers l'Inde. Et son histoire fait rêver. Il est rentré en France, il a confié son entreprise à des personnes pour la développer, il est revenu, le business continue à exploser. Donc c'est une très belle histoire. Et de la même manière, quand on rencontre des entrepreneurs qui arrivent aux États-Unis dans la Silicon Valley et qui ont commencé en France à développer un logiciel, qui ont senti... Quel type de logiciel? Là, vous m'en demandez beaucoup. D'accord. Des logiciels d'analyse des données, surtout des logiciels spécialisés pour les entreprises. Il faut quand même le faire. Sur ce marché qui est quand même assez concurrentiel, tout ce qui est big data. Il y a une très forte compétence à la base, et de voir qu'ils ont su profiter de cette compétence pour adresser un marché, c'est des histoires qui font rêver aussi, qui se disent que c'est possible. Thomas, petite anecdote? Une petite anecdote, pas forcément, mais par contre vraiment l'envie d'entreprendre. Et ça, c'est vraiment un virus. Alors on ne sait pas exactement comment ça va se passer pour nous, on est en pleine réflexion, mais le conseil qu'on peut vous donner, en tout cas des gens qu'on a vus, c'est vraiment faut y aller à fond. Envie de franchir le pas quand même. Hein. Et puis toujours avoir le sourire surtout. Ben oui, absolument. On arrive au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Tout est clair? Pas de questions? Ok. En tout cas,
Moi, je voulais remercier Madame Astrid. Merci infiniment, messieurs, pour votre présence, de partage de cet instant. Merci à tous. Merci pour votre attention. Et écoutez, à la prochaine session qui va se dérouler dans 5 minutes exactement, avec notamment un beau plateau et avec showroom privé. Merci à tous.